Les résolutions issues du mini-sommet de Luanda sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo dans sa partie orientale feront objet de ce débat aujourd'hui dans cette émission. Cette question qui va vous parler également de cet ultimatum qui est arrivé à la fin du retrait du M23, mais aussi de cesser les faits des hostilités dans la partie du Nord Kivu de la République démocratique du Congo, mais jusque-là, les M23 gardent leur position initiale et ils sont là dans le Nord Kivu en train de s'aimer de la panique. On va parler de ces résolutions. Est-ce une victoire diplomatique pour Félix Tshisekedi? La sincérité des pays voisins mise en doute? Voilà autant de questions que nous nous posons dans cette émission d'aujourd'hui, dans votre magazine de débat qui reçoit pour aujourd'hui M. Crispin Salomon. Bienvenue à vous dans ce numéro de cette question. Merci beaucoup, cher Dorsin, pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs et également les auditeurs et téléspectateurs de Mikuba Télévision. Merci également à vous, M. Jérémy Kapend. Bienvenue, c'est pour la toute première fois que nous vous recevons dans cette émission. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, M. Dorsin. Nous remercions également tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre dans cet instant sur les ondes de Mikuba Radio et Télévision. Merci enfin à vous, M. Gustave Moulongoy. Il est analyste politique également. Bienvenue dans cette question. Merci, M. Dorsin. Merci, peuple congolais de partout que vous nous regardez. Nous savons que cette question de sécurité dans l'est du Congo intéresse bon nombre des Congolais, mais aussi à des étrangers. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Merci beaucoup de votre fidélité légendaire. Nous allons commencer notre débat. Le sommet de Luanda s'est tenu bien avant les pourparlers de Nairobi. Quelle lecture faire sur ces assises, mais aussi les résolutions prises au terme de cette rencontre de Luanda, M. Crispin Salomon? Merci bien pour la question, cher Dorsin. Je dois commencer par dire ici que les assises de Luanda n'étaient que la résultante de la volonté des chefs d'État africains, et particulièrement de l'Union africaine, et même sur recommandation des Nations Unies, européennes et consorts. Et alors, lorsque nous savons, nous, peuple congolais, que la crise dans laquelle nous nous retrouvons est un complot de l'Union européenne en général, et particulièrement de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, et aujourd'hui, avec leurs petits messieurs, s'il faut, excusez-moi le terme, vous permettez que j'utilise ce mot, petits messieurs, par rapport à l'Union africaine, par rapport aux Nations Unies et à l'Union européenne, puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'Union africaine fonctionne avec plus de 80% de financement étranger. Et vous allez remarquer que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait à Luanda n'avait jamais rencontré les aspirations profondes du peuple congolais que nous sommes. Pour preuve, lorsque vous lisez la communication, le compte rendu, le document final de ces assises de Luanda, nulle part, je dis bien nulle part, où on a dit exactement, clairement, la vérité connue de tout le monde entier, que c'est le Rwanda qui agresse le patron du M23. Nulle part. Deuxièmement, mais le fait d'inviter le Rwanda, c'est justement reconnaître que c'est lui qui est derrière le M23. Nous devons éviter de faire des similitudes, de comparaisons, de faire des déductions inutiles. Non. Et encore plus, je voudrais quand même dire quelque chose. En parlant même du complot, la RDC, si réellement nous allons dans la logique de ces organisations internationales, la RDC est menacée par un groupe rebelle congolais qui s'appelle M23. Pourquoi ces assises
on ne va pas inviter le M23, mais on va inviter le Rwanda, qui n'a rien à voir avec ça. C'est le gouvernement congolais qui a donné des préalables. Avant de s'asseoir à la table des négociations avec le M23, ils doivent d'abord quitter les territoires conquis. Voilà, ce sont là les préalables du gouvernement congolais. Je ne rentre pas d'abord dans les détails. Je parle d'abord ici, moi je parle d'abord de la forme. Pas du fond, je parle de la forme. Qui sont invités à ce dialogue à Luanda? On invite la RDC, qui est agressée. On invite le Rwanda, je ne sais pas, on l'a invité comme qui ou en quelle qualité. Le Burundi, bien entendu, comme médiateur, puisque le président du Burundi, c'est lui qui fait office aujourd'hui du président de l'EAC, et le médiateur qui est l'Ouganda. Mais je pose la question à ceux qui avaient été là. Le Rwanda avait été invité comme qui? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, toute l'humanité sait que M23 signifie le Rwanda. C'est connu de tout le monde, c'est pas un secret. Merci, ça c'est votre analyse. Lorsque vous savez que c'est le Rwanda qui menace la RDC, qui tue, qui pille et qui malmène la République démocratique du Congo, et vous ne voulez pas le dire exactement, clairement dans les résolutions, que voulez-vous? C'est de l'hypocrisie pure et simple. Merci. Voilà pourquoi tout ce qui avait été décidé par Luanda, rien n'a été observé aujourd'hui. D'ailleurs, allez sur les médias, et même nos compatriotes qui sont dans le Grand Nord, et même particulièrement au niveau du Nord Kivu, ils savent que la guerre continue. Merci donc beaucoup. le M23 n'a jamais observé ce qui a été décidé à Luanda. Merci beaucoup. Monsieur Jérémy, votre analyse également générale sur les résolutions prises par ces sommets des Luanda sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. En fait, moi, je pense que c'est un dialogue des sourds. Ouais. Puisque ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo ainsi que tous ses partenaires qui entourent ces dialogues discutent des questions de paix à l'Est de la République. Cela a été fait à plusieurs fois à Luanda, à plusieurs reprises d'ailleurs à Nairobi, à plusieurs reprises à Entebbe, en Ouganda, à Kinshasa, même donc partout. Nous avons déjà parlé de ce sujet à plusieurs reprises, mais nous nous rendons compte que nous sommes en train de tourner autour du pot et qu'il n'y a rien de concret sur terrain. Puisque cet accord, il a été prévu que dans 48 heures, les M23, et donc l'accord en question avait comme objectif la cessation des hostilités à l'est du pays, ainsi que le recul en fait. Le mouvement du 23 mars avec son parrain le Rwanda devait reculer, donc libérer toutes les localités congolaises qui étaient occupées par eux. Mais cette résolution a été rejetée par le mouvement du M23. Ils ont refusé catégoriquement de reculer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous voulez que nous puissions aller où? Voilà. Mais de 2013 jusqu'en 2018, ils étaient où? Alors, ils doivent rentrer là où ils étaient avant 2019. Et donc, ils rejettent toutes les résolutions issues... Donc, on peut dire que c'est un échec plutôt sur le plan diplomatique prôné par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Effectivement. Donc, si nous avions des stratèges, ils allaient conseiller au président de la République en lui disant clairement que, Monsieur le Président, la diplomatie ou l'option diplomatique a échoué. Nous avons fait plus de 200 voyages sous prétexte que nous allions soigner nos relations avec nos partenaires, mais en réalité, rien n'a été arrangé, rien n'a été fait. Tous ces pays que la RDC a visités, vous verrez que ces gens ne sont pas avec nous. Notre pays est membre de l'Union africaine. Notre pays est membre de l'EAC. Notre pays est membre de la SADC. Notre pays est membre de l'OIF. Mais vous voyez que dans toutes ces organisations, ceux qui nous agressent sont aussi membres de ces organisations. Et donc, il y a une certaine hypocrisie, une certaine complicité de la part de tous ces partenaires. Et cela doit interpeller les Congolais, les gouvernements congolais et tous les Congolais d'une façon générale. Nous devons comprendre que nous ne pouvons compter sur personne. Ni les dialogues, ni l'option politique, ni la diplomatie ne peuvent nous sauver de cette agression. Kagame, je l'ai dit, je répète, n'écoute que le langage des armes, le langage de la violence. Et donc,
quelqu'un comme ça, s'il écoute seulement le langage de la violence, nous devons aussi réagir vigoureusement dans le même langage que lui écoute pour pouvoir les persuader de reculer. S'ils ne reculent pas, nous devons les pousser. Merci. Monsieur Moulongoy, votre également aperçu général sur ces résolutions, mais aussi les effets sur le terrain aujourd'hui. Il n'y a pas de cessez-les-feux, il n'y a pas de retrait du groupe M23 dans le Nord Kivu. Merci de la question, monsieur Dorsin. Je ne suis pas naïf pour accepter tout ce qui s'est dit à Luanda. Je ne suis pas pessimiste non plus pour conclure que tout ce qu'on est en train de faire au niveau de la diplomatie, c'est du blabla, qu'on ne peut rien gagner et qu'on ne peut pas compter sur cette diplomatie-là. Je pense qu'il faut, être plus ou moins réaliste. La diplomatie ne donne pas les résultats du tic au tac. Les résultats viennent à compte-gouttes. Il faut être patient. Peut-être au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, au bout de 6 mois, même au bout d'une année. Ça fait déjà 4 ans que nous sommes sur la même option et ça n'a rien donné. La situation vous avez la parole, vous allez pouvoir intervenir. Donc, la diplomatie fait son travail et je disais, on n'est pas naïf pour accepter ce qui est en train de se faire. Mais je ne suis pas non plus pessimiste pour dire que la diplomatie ne peut pas arriver à donner des résultats. Mais pour combien de temps? C'est peut-être la grande question à laquelle nous devons répondre. Faut-il ne pas aller aux négociations? Faut-il ne pas être dans des organisations internationales ou régionales? Faut-il compter sur nous-mêmes? Je pense que l'autarcie n'est plus de ce monde. Nous devons appartenir à des organisations, mais comment nous positionner dans ces organisations? Comment mener le lobbying dans ces organisations? Comment mener la diplomatie? Voilà tous les questionnements auxquels nous devons répondre. Mais quant à dire, ça ne vaut pas la peine de faire partie de cette organisation, ça ne vaut pas la peine d'être là, je crois que là, nous sommes perdants. Vous voyez déjà sur terrain, les résultats ne sont pas bons. Sur terrain, les résultats ne sont pas bons. Mais comment nous organiser pour conquérir ces terres conquises? Il faut aller en diplomatie, les résultats ne sont pas à attendre du tic au tac. Mais finalement, il faut faire quoi? Parce que vous refusez la diplomatie, vous dites que c'est un échec. Sur terrain, vous n'arrivez pas à conquérir les terres conquises par les rebelles. Et les négociations politiques vous disent que ça ne sert à rien. Mais allez-vous faire quoi finalement? Les deux co-débatteurs c'est ça la question que vous devez vous poser. N'ont pas raison de dire ça parce que ça fait autant de négociations, autant de pourparlers, mais autant améliorer nos négociations. Parce que ceux-là avec qui nous sommes nos partenaires avec qui nous négocions ne sont pas sincères en quelque sorte. Mais quand vous allez en négociation avec un adversaire, un partenaire, c'est pas moi, un adversaire qui n'est pas sincère, quelle est votre position? Vous devez vous armer en conséquence. Mais quand vous donnez le chèque en blanc, vous savez très bien que ce monsieur-là, il n'est pas sincère. C'est un hypocrite. La communauté internationale, elle est hypocrite. Mais vous allez vers ces gens-là, mais vous vous armez comment? Vous y allez comment? Voilà, le problème se pose à notre niveau. Donc, autant, au lieu de se désengager, nous devons nous engager, mais en prenant des précautions. Voyez un peu ce qu'il faut faire. Vous savez qu'en face de vous, c'est un hypocrite. C'est un charlatan, si vous me permettez l'expression, mais il faut vous armer par conséquent, de manière à contourner sa position. Voilà la position que doit prendre la RDC. Donc nous y allons, les résolutions sont sorties, comment faire appliquer ces résolutions-là? Donc ces gens avec lesquels nous sommes dans cette communauté sous-régionale, même dans la communauté internationale. Mais vous savez que le Rwanda comme l'Ouganda, ce sont les gens qui nous ont déjà pris les devants. Ils ont des membres, des pays avec lesquels, aujourd'hui, Saloum l'a dit tout à l'heure, mon co-débatteur, on n'arrive pas à citer nommément le Rwanda comme agresseur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à citer le Rwanda? Parce qu'ils ont déjà précédé dans leur diplomatie, ils sont offensifs, et bien, ils gagnent. Tous les pays avec lesquels nous sommes à l'interne, dans ces organisations-là, les emboîtent les pas et ils ont du mal à pouvoir condamner les Rwandais. Merci. Je vais vous citer l'exemple qui ne date pas de longtemps. Le président du Burundi, Ndayishimiye, on lui a posé la question, c'était sur France 24, est-ce qu'il a cité le Rwanda? Non, il a balbutié, il a mordu la langue. Il n'a pas cité le Rwanda pour vous dire que les gens avec lesquels nous sommes dans ces organisations-là ne sont pas honnêtes vis-à-vis du Congo. Par conséquent, nous devons savoir ce que nous devons faire. Donc, raison pour laquelle j'insiste pour dire que c'est vrai, la diplomatie n'a pas encore donné des résultats.
Mais sur le plan militaire, les résultats se font attendre, mais à nous de savoir changer les stratégies souterraines. Merci. On va suivre tout d'abord le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula. Justement, quelques heures après ces résolutions publiées des Luanda, il s'est livré à la presse pour donner la position de la République démocratique du Congo et que faire après ces cessez-le-feu annoncés par ces sommets de Luanda. Il est fondamental de retenir ceci. 1. Il y a une date précise, c'est vendredi le 25 à 18h30, l'M23 doit cesser toutes ses attaques contre les FARDC et la MONUSCO, demain le 25 à 18h. Vous trouverez aussi la chorégraphie, dans la chorégraphie, si les choses marchent bien, le M23 quitte Massima, la force régionale est là pour éviter les risques d'accrochage immédiat avec les FARDC. Les FARDC suivent, ils prennent possession et J+7, comme je vous ai dit, on commence avec le mouvement de retour des populations déplacées. Mais ils se retirent, d'après ce qui a été dit ici, du côté de la RDC. Mais ce n'est pas tout. Et là, les chefs d'État n'ont pas raisonné en l'air. Ils ont dit, oui, d'accord, mais nous demandons au FARDC, à la force régionale, appuyée par la MONUSCO, de développer rapidement une réflexion sur toutes les questions relatives au désarmement et au cantonnement des éléments du M23 et leur soumettre des propositions lors de leur prochain mini-sommet. Le mini-sommet va se tenir à Bujumbura assez rapidement pour évaluer. Et donc, c'est après tout ce décor que, dans un deuxième temps, on va considérer que, bon, le bilatéral, on peut l'aborder. Vous trouverez ici que le bilatéral, dont on a mis J+60 jours. Donc, ce n'est pas concevable avant 2 mois. Et voilà, donc il a fait référence également à la force régionale. Est-ce que, comme les M23 ne se sont pas retirés ou ils n'ont pas respecté l'une des résolutions prises au cours de ce mini-sommet de Luanda, devons-nous penser ou encore accorder du crédit à la force régionale qui est déjà sur le terrain? Cher Dossé, ici nous parlons de notre pays, nous ne parlons pas de notre État. Nous ne parlons pas de notre patrie que de la nôtre, de la République démocratique du Congo, pays auquel moi je suis attaché. Jamais je n'aurai notre État que celui-ci. Mais cher ami, je voudrais ici, nous venons d'écouter le ministre Lutundula. Il parle ici de ce qui a été dit dans la résolution. Hier vendredi à 18h, le désengagement, le désarmement, le retrait du M23. Je voudrais d'abord poser la question. Lorsqu'on parle du désengagement du M23, ces gens devraient aller où? Ils doivent être désarmés. Par qui et pour aller où? Vous comprenez? Aussi, une question. Tout le monde sait que ce qu'on appelle M23, ce sont des citoyens rwandais. Chers amis, depuis 2013, qui croit aujourd'hui que le M23 peut avoir 5000 membres? Qui peut croire naïvement à cela? Bien équipé même. Personne. Ce qu'on appelle M23, ce sont des militaires rwandais. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret. Si le sommet de Luanda était sincère, on devrait d'abord dire cela clairement. Mais si on ne sait pas aujourd'hui attaquer le Rwanda, c'est puisque tous ceux qui avaient été à Luanda savent que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, il y a l'Allemagne et toute l'Union européenne. Et ça, personne n'a le courage de le dénoncer. Donc on peut dire que cette rébellion est bien loin de s'avouer vaincue après cet ultimatum. Mais oui, mais lorsqu'ils disent que ces gens devraient quitter la RDC, et eux-mêmes m'avaient posé la question, c'est pour aller où?
puisqu'eux se considèrent comme des Congolais, c'est-à-dire des militaires rwandais qui se disent aujourd'hui qu'ils sont Congolais et qu'ils devraient rester ici. Ils devraient être cantonnés, ainsi de suite, et même en parlant même du processus de désengagement et même de désarmement. C'est pour que ces citoyens rwandais deviennent des citoyens congolais. Vous comprenez un tout petit peu ce jeu qui est là. Mais non, sérieusement. Je crois ici, nous l'avions toujours dit, l'option qui était restée face aux terroristes rwandais n'était que l'option militaire. Cher ami d'Orsin, Kagame c'est un sanguinaire né. C'est un sanguinaire vivant. Le seul langage qu'il peut écouter, c'est le langage de la guerre. Écoutez, allons même dans le dernier rapport en termes de forces de sécurité et de défense en Afrique. La RDC occupe la 11e place, loin derrière le Rwanda, l'Ouganda, l'Éthiopie et même le Burundi et le Kenya même. Mais vous voulez que ce qu'on appelle c'est quoi? Vous appelez ça force régionale, puisque moi je n'aime pas entendre parler de ce genre de bêtises. Ce qu'on appelle force régionale, ces gens viennent et ils vous disent qu'ils viennent ici lorsque les M23, les Rwandais vont se désengager, bon, ils doivent gérer ces entités. Ça veut dire quoi? Dans un État souverain, une force régionale qui viendrait, mais ceux qui refusent que l'on parle d'une zone tampon, mais ils réfléchissent à quoi? Quand ces gens vous disent que c'est nous, forces régionales, qui allons d'abord désengager ces gens, désarmer ces gens, et c'est nous qui allons gérer d'abord les terrains conquis par les Rwandais, pendant ce temps, en attendant la suite de la procédure. Quelle est la suite de la procédure? C'est-à-dire faire de tous ces militaires rwandais des citoyens congolais, même si l'on ne va pas les brasser, puisque là, tous les Congolais sont unanimes. Pas de brassage. Pas d'émission dans les forces armées de sécurité, pas quoi que ce soit. Mais le problème, c'est quoi? Le sommet de Rwanda voulait nous imposer la vision et la décision de l'hypocrisie de la communauté internationale et que, sachant que la République démocratique du Congo était allée négocier en position de faiblesse, puisque une partie du territoire est déjà occupée par les Rwandais, et on s'est dit, bon, ok, on va soumettre ces gens. Et moi je me dis, mais pour preuve, je vais donner un cas. Rapidement, oui, quelques secondes. Mais attendez, puisque souvent moi je prends moins de temps. Mais comment voulez-vous que le président de la République, Félix Tshisekedi, puisse aller participer à ces assises de Luanda et que Kagame puisse mandater son ministre des Affaires étrangères? Pourquoi le président Tshisekedi ne pouvait pas envoyer aussi le ministre des Affaires étrangères? Puisqu'il savait déjà ce qui devrait découler de cela. Mais aussi pour preuve, allons sur le terrain. Le ministre de l'Outonou, là, ici, nous parle que depuis hier à 18h, ces gens devraient quitter. Ont-ils quitté un seul centimètre des terrains qu'ils ont conquis? Merci. Ces gens se sont-ils désengagés? Non, c'est pour dire ici que tout ce que nous sommes allés faire à Luanda n'était que la manifestation de notre volonté de pouvoir négocier, mais nous avions perdu suffisamment de temps. Je crois que ce que nous devons faire, nous réorganiser en interne, renforcer les capacités de défense et d'offensive de nos forces de sécurité, pour que nous puissions répondre par les armes au Rwanda et derrière le Rwanda toute la communauté internationale hypocrite. Sans cela, je l'ai dit, nous risquons, nous, de consacrer la balkanisation de notre pays. Merci. Monsieur Jérémy, faudra-t-il penser aux armes pour défaire le M23, mais aussi faudra-t-il compter à cette force régionale sur le terrain? Nous voyons déjà les troupes kenyanes qui sont sur le terrain. Faudra-t-il penser à cette troupe kenyane, à la force régionale, où il faut penser aux armes pour défaire le M23? Il est vrai que dans l'une des paragraphes de cette résolution du ministre sommet de Luanda, on évoque ce terme de pouvoir faire recours à la force régionale de l'EAC pour venir nous accompagner ou appuyer les FARDC à pouvoir éradiquer cette insécurité. Mais quels sont les États qui sont contributeurs dans cette force régionale? Vous avez le Kenya, vous avez la Tanzanie, l'Ouganda, même le Rwanda, même le Burundi. Tous ces États orientaux, nous ne pouvons pas faire confiance en ces États-là. Même si l'un des responsables ou certains responsables du pays nous disent que non, Kagame et les autres sont des partenaires nécessaires et fiables et tout ça, mais ces gens-là, nous ne pouvons pas leur faire confiance parce que ce sont les mêmes
qui ont tué les Congolais durant ces 2 dernières décennies. Ce sont les mêmes qui sont en train de piller les Congos. Ce sont les mêmes qui sont en train de violer au Congo. Et ce sont les mêmes qui font des incursions sur notre territoire à tout moment. Ce sont les mêmes personnes qui créent l'insécurité au pays. Comment voulez-vous que l'on fasse contribuer ceux qui créent le problème au Congo, qu'on leur fasse encore appel pour qu'ils viennent nous aider à trouver solution? Ce sont les mêmes qui nous tuent et vous les appelez pour venir vous aider. Et donc, nous ne devons pas compter... Est-ce que les Congolais ou encore le président de la République qui représente les Congolais arrive-t-il à bien cerner le problème qui fait assez qu'aujourd'hui, la RDC puisse connaître toute une série de meurtres, toute une série de pillages dans l'est de notre pays? Son entourage, lui-même d'ailleurs, s'en est déjà plaint. Il s'est dit qu'il n'a pas vraiment un bon entourage. Il n'a même pas... Kabila se disait qu'il n'avait même pas 15 personnes, mais lui, le chef actuel, je ne pense pas qu'il a même 2 de bons là-bas qui puissent l'aider dans cette lourde tâche. Pour les sages ont dit, qui veut la paix prépare la guerre. Nous ne pouvons pas attendre la paix résultant du dialogue, résultant des mini-sommets, des négociations. Non, non. Si nous voulons nous faire respecter dans la sous-région, si nous voulons être forts, déjà que nous sommes forts, plus nous négocions, nous montrons une image défaitiste, nous montrons que nous sommes très faibles à la face du monde. Tout le monde pense que les Congolais sont très faibles, alors que les FARDC sont parmi les plus puissantes armées en Afrique. Sans oublier que le Rwanda est soutenu par les États-Unis, mais aussi la communauté internationale. Les États-Unis ont une bonne armée, et si vous combattez le Rwanda, donc attendez-vous que les États-Unis seront également derrière le Rwanda. Nous devons les pousser à se faire découvrir comme ça. Nous devons attaquer. C'est pourquoi, moi je pense que les options de dialogue, nous devons d'abord mettre ça à côté. Nous devons privilégier beaucoup plus l'option militaire. Et qu'est-ce que nous devons faire dans l'option militaire? Il y a déjà beaucoup de problèmes qui cernent la situation sécuritaire de notre pays. Nous devons recruter. Recruter, oui, mais est-ce que les gens viennent pour s'enrôler? Nous devons inciter les jeunes gens à pouvoir venir s'enrôler dans l'armée. Comment est-ce que nous pouvons inciter les jeunes gens à venir s'enrôler? Nous devons améliorer les conditions des militaires qui sont dans notre armée. Les soldes, la ration, les équipements, la prise en charge sociale de leurs familles. Ce n'est pas pour qu'elles servent maintenant là le pays, il faut passer par des formations et ça prend du temps. En fait, nous avons dit préparer. C'est un processus. Nous sommes en train de préparer la paix, ou nous nous attendons à la paix tout en préparant la guerre. Donc nous devons être préparés. D'abord militairement. Et après cela, nous pouvons maintenant nous attendre à ce que nous puissions faire face efficacement, puisque nous savons que les Rwandais et les M23 qui sont là, ce ne sont pas réellement eux les vrais adversaires du Congo. Merci. Derrière eux, il y a le plus puissant. Et nous devons faire face. Si nous agressons seulement les Rwandais, si les Congolais décident 50 000 hommes, nous descendons sur le Rwanda et sur l'Ouganda, vous verrez que cette fameuse communauté internationale, ils vont descendre, ils vont crier, venir ici, non, vous avez agressé. Mais quand le Congo est agressé, quand les Rwandais, Ougandais et les autres sont au Congo en train de tuer et ne voient pas, il nous faudra maintenant à notre tour que nous puissions user de la force, descendre au Rwanda, descendre en Ouganda, faire aussi ce qu'eux sont en train de faire ici, et vous verrez que ces gens seront à découvert. Nous allons découvrir maintenant qui est derrière le Rwanda et qui est derrière ces gens qui sont en train de tuer le Congolais. Merci. Et donc, engageons l'armée, les réformes, affectons un budget considérable à l'armée, puisque la défense, 65% de notre budget national est affecté au fonctionnement des institutions. Et donc, nous avons moins de 5% affectés à la défense. Comment allez-vous acheter des avions? Comment allez-vous acheter des matériels militaires avec moins de 5%? Il y a déjà la loi de programmation militaire qui est en cours. Je crois que c'est déjà une piste de solution. Cessez les feux de Luanda accordés au M23. La diplomatie a-t-elle atteint ses limites et qu'il faudrait que la solution nous vienne des armes pour défaire le M23, M. Gustave Mulongoy, parce que le M23 dit ne pas être concerné par ces cessez-les-feux au motif qu'il n'a pas pris part aux discussions du Luanda, mais aussi le président Kagame a montré sa ferme volonté lors de sa rencontre avec Uhuru Kenyatta d'appeler ces groupes terroristes de quitter les localités conquises. Est-ce
l'imbroglio que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre pays, la sincérité des pays voisins mise en doute jusque-là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'option militaire actuellement, parce que nous sommes également dans l'option militaire, sans oublier les forces armées sont là pour combattre du côté du Nord Kivu. Encore une fois de plus, M. Dorsin, merci pour la parole. Je pense que l'option militaire, c'est celle que l'opinion nationale, la grande majorité des Congolais attendent. L'option militaire. Et l'option militaire a déjà été engagée. Et quels sont les résultats? Je pense qu'il faut être réaliste, M. Dorsa. Nous devons être réalistes. Parce que les résultats que nous attendons de cet effort militaire, les résultats ne traînent pas, ça ne vient pas. Et vous avez vu la vitesse avec laquelle le M23 était en train de s'engager sur le terrain. Et avec les presses étrangères, et avec les radios du monde, entre guillemets, on nous disait que le M23 était aux portes de Goma. Et c'était une manière de démoraliser et nos troupes et la population qui était déjà en fuite. Et à ce rythme-là, il n'était pas exclu que les rebelles pouvaient entrer à Goma. Parce qu'ils l'ont déjà fait il y a presque 10 ans, en 2009, je pense. Donc, c'est pour vous dire que la capacité militaire de ces gens-là, comme l'avait dit le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, eh bien, c'est à démontrer. Parce que les grandes puissances auxquelles vous faites allusion, auxquelles nous faisons allusion, c'est elles, qui arment les M23. Pour vous dire que ce ne sont pas seulement les armes, même les moyens communicationnels, ça entre en jeu. Ils ont des satellites qui peuvent leur donner des informations, alors que nous connaissons un déficit par rapport à tout ça. C'est pour dire que nous sommes en face d'un adversaire qui est difficile à vaincre militairement. Par conséquent, il faut... Parce que jusque-là, on n'a pas... Qu'est-ce qu'on a attendu pour foutre ces gens-là au-delà de... Ils sont là. Ils sont là. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train de renforcer leur position à partir du moment qu'on leur a demandé de se désengager. N'est-ce pas? Et même si sur le papier, nous disons nous sommes en une très bonne position par rapport au Rwanda, militairement. Il faut les résultats sur le terrain. Les résultats, on les attend. On attend les résultats. C'est pourquoi moi je dis que la diplomatie nous permet. Entre-temps, nous sommes en train de nous organiser, même si nous recrutons aujourd'hui. Vous l'aviez dit, le co-débatteur l'a dit. Ce n'est pas au bout de 2 mois qu'on peut avoir les soldats aguerris. Il faut prendre un peu de temps. Est-ce que la diplomatie, tout en allant à gauche, à droite, ne nous permet pas à l'interne, du point de vue stratégique, de nous armer et d'être beaucoup plus offensifs sur le terrain? C'est moi je pense, de cette manière-là... J'ai parlé de l'imbroglio dans cette situation sécuritaire dans l'Est, dans la quête de la paix. D'un côté, nous avons les forces régionales. De l'autre côté, il y a l'option militaire qui est demandée. Il y a la diplomatie, mais aussi, d'un autre côté, vous parlez des recrutements au sein de l'armée. D'un autre côté, on nous parle de Kagame qui donne son feu vert afin que le M23 puisse se retirer. On l'invite, il ne vient pas à la rencontre pro. Donc, en quelque sorte, il est en train de saboter ses assises. Et du coup, sur le terrain aujourd'hui, on voit que les M23 ne se sont pas retirés des positions conquises. Ils sont là. Donc, comment traiter cette fois-ci le M23 comme mouvement terroriste? Vous savez, une des résolutions a dit qu'au cas où le M23 ne s'engageait pas, on va recourir à la force. Ce n'est pas seulement l'armée congolaise qui va recourir, ce sont les forces régionales qui vont recourir à la force. Les forces régionales, les forces régionales ne se sont pas encore mises en place. Il faut du temps. Ça peut prendre une semaine, un mois, des choses comme ça. Les forces régionales, on doute encore des sincérités parce qu'il y a... Puisque nous avons accepté ces résolutions. Il y a des gens qui nous agressent qui font partie de ces forces régionales. Tout à fait, et nous avons accepté ces résolutions. Et bientôt, nous serons à Nairobi encore pour une rencontre avec les groupes rebelles confondus. Et pourtant, ces forces régionales, il y en a qui sont déjà chez nous. Les Burundais sont là, les Kenyans sont là, et peut-être d'autres vont venir. Nous les avons acceptés. Mais comment voulez-vous encore compter sur les forces militaires proprement congolaises? C'est ça l'imbroglio auquel vous dites. C'est ça l'imbroglio. L'ONU est là.
n'a pas fait preuve de force, mais les autres vont venir, ils vont agir comme l'ONU, la MONUSCO, ou bien ils vont agir comment? C'est pour vous dire que c'est l'imbroglio, le terme que vous avez dit, l'imbroglio est là. Alors, comment se démarquer en comptant sur les forces armées congolaises? C'est ça que je dis, il faut être réaliste. Peut-être en négociant, en allant à gauche, à droite, nous sommes en train de nous organiser. Voilà. Parce que nous engager directement, nous risquerions même de nous affaiblir davantage. Merci. Non, écoutez, Monsieur. Je voudrais quand même intervenir assez rapidement. Ouais. Vous savez, cher ami Dorsin, nous ne devons pas être défaitistes, pasteur Molongo. Nous sommes une république, nous sommes un État souverain au même titre que tous les autres. Non, mais non, pas théoriquement, mais s'il vous plaît. Sur le terrain, Monsieur Crispin, sur le terrain, parce que vous avez parlé il y a une partie du territoire qui est brisée et qui est prise par les rebelles. Vous avez parlé de l'option militaire, mais ça fait autant de mois que Bunagana est entre les mains du M23. Ouais. Est-ce que nos forces armées loyalistes n'ont pas pu sauvegarder cette souveraineté? Je voudrais quand même revenir sur l'une des choses dont nous avions déjà parlé ici. Notre armée a de sérieux problèmes. Je l'ai dit ici. D'abord, il y a un problème d'infiltration. Nous savons que plus de 60%. S'il vous plaît. Vous connaissez déjà la faiblesse qu'il y a. Pasteur Molongo, s'il vous plaît. Vous aurez le temps quand même de réagir. D'accord. Je crois qu'ici, nous avons des problèmes dans l'armée. Il y a le problème d'infiltration. Il y a le problème de manque d'équipement. Il y a le problème de manque de formation. Nous le savons. Mais écoutez, je l'avais dit une fois. Sans oublier que vous êtes sous embargo. S'il vous plaît, bien entendu, je parle de tout ça en parlant de l'équipement. Mais je vous dis ici, la victoire d'une guerre militaire n'est pas que la résultante des équipements. C'est aussi un problème du nombre de militaires. Mais voyons d'abord ce qu'on appelle force régionale. Le Kenya est venu ici avec 900 personnes. Alors même, dans l'optique où ce serait 1000 personnes. Vous pensez que 1000 militaires au Kenya peuvent faire que ces Rwandais-là ne puissent pas nous agresser? Vous le pensez? Allons dans l'optique où le Burundi nous amène 1500. L'Ouganda nous amène 2000. Vous pensez qu'avec 4500 personnes, cette guerre qui nous est imposée par la communauté internationale, les Américains, les Anglais, les Suisses, les Allemands, les Français, va s'arrêter? Non. Le problème, c'est que, je l'ai dit ici, nous devons nous organiser en interne. Nous organiser en interne signifie, aujourd'hui, recruter des citoyens congolais qui sont prêts à aller se battre sur les lignes de front. Quelle que soit la formation accélérée, d'un mois ou de 2 mois. Les Congolais sont là et ils sont prêts pour ça, chers amis. Je vous le dis, mais je l'ai dit ici, le chef de l'État a fait appel à ce que les jeunes Congolais puissent s'enrôler dans l'armée. Mais où sont les centres de recrutement dans les provinces? Où sont-ils? Ici au Lualaba, il y a des citoyens Lualaba qui sont prêts à aller combattre, mais ils doivent être recrutés où? Mais récemment, on a présenté des gens qui ont été recrutés. Mais je vous dis, mais il n'y a pas de centre de recrutement. Mais je l'ai dit ici. Au QG, il y a un centre de recrutement. Je l'ai dit ici. Officiellement, cela doit être fait et doit être dit, organisé. Dans tous les chefs-lieux de province, on doit avoir des centres de recrutement de volontaires, chers amis. Mais moi, je suis volontaire, je vous le dis. Oh là-bas, il y en a. Si vous partez, au QG, il y en a. Je parle de l'organisation en interne. En parlant même de l'équipement ou des équipements, si les terroristes, si les rebelles, si les groupes armés peuvent se procurer des armes par des moyens frauduleux, à combien plus forte raison un État souverain, cher ami? Mais nous sommes ici en partenariat avec des États qui fabriquent des armes. Je peux citer. Mais comment va se faire le transport? Parce que c'est là aussi. Mais non, mais nous avons des avions ici. Le transport de ces armes. Nous avons des avions, nos propres. Mais les compagnies qu'il y a ici, nous ne pouvons pas les louer pour qu'elles aillent reprendre ces armes là-bas. Alors donc, aujourd'hui, si vous estimez que nous sommes aussi faibles que vous le pensez, nous n'avons pas d'avions qui peuvent aller reprendre les armes, nous ne pouvons pas nous organiser. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous estimez que les Congolais accepteraient que leur pays parte, aujourd'hui, sous les mains de Rwandais.
Mais réfléchissons puisqu'il s'agit de notre pays. Le problème, c'est que nous devons user de toutes les voies pour nous procurer des armes. Je dis bien toutes les voies. Légales ou illégales, selon cette communauté internationale hypocrite. Deuxièmement, nous devons mobiliser les citoyens congolais pour que nous soyons en surnombre. Mais je rappelle ici que les FRDC à ce jour, c'est plus de 150 000 hommes de troupes. Alors qu'on n'en a même pas 50 000. Je vous le dis. Donc le problème ici, c'est quoi, cher ami? Ici, nous sommes face à une communauté internationale qui a planifié l'agression, la balkanisation de notre pays par le Rwanda. Donc nous devons faire face par nos propres stratégies et non pas attendre que des États qui viennent nous... Mais cher ami, le Rwanda et l'Ouganda ne se sont-ils pas battus sur notre territoire et que seul l'Ouganda avait été condamné par la Cour internationale de justice et non pas le Rwanda? Merci. À Kisangani. Qui l'a oublié? Monsieur et Jérémy. vous pensez aujourd'hui que c'est le Rwanda ou que c'est l'Ouganda qui doivent nous aider? Non. Monsieur Arrêtons Jérémy. avec l'hypocrisie. Organisons-nous en interne. Mais Trouvons des solutions dans ces problèmes. pourquoi faire appel alors à ces troupes ougandaises Manque sur à faire. notre sol, mais aussi burundaises sur notre sol? C'est un manque à faire. Mais voilà, monsieur Jérémy, vous avez la parole. Nous cherchons à nous mobiliser pour faire face à cette agression rwandaise qui est parrainée par la communauté internationale. Mais d'un autre côté, on nous parle de pourparlers des Nairobi qui doivent débuter d'ici là. Devons-nous encore y aller pour négocier avec différents autres groupes armés? Avant de répondre à votre question, les Congolais refusent cette idée de nous dire que les FARDC sont faibles. Non, ça c'est faux. Non. Les FARDC, je vous ai dit ici que c'est parmi les armées les plus Mais puissantes de l'Afrique. la 11e place en Afrique. 11e place en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on entend Alors, pour reconquérir le territoire nous dont avons qui parle les rebelles? certains Qu'est-ce qu'on attend? problèmes qu'il faudra régler au sein de l'armée. Et c'est là, le régime doit y travailler. Nous avons les Mais chefs s'il y a des d'état-major problèmes, général. donc ces problèmes affaiblissent alors l'armée. Mais il faut y travailler. Nous avons un ministre de la Défense, le chef d'état-major général, et même le président qui est là, il a ses conseillers qui doivent travailler dans ce sens-là. Nous devons travailler dans le sens d'aguerrir notre armée. M. Salomon l'a dit ici, si les rebelles, moi je ne préfère pas le terme rebelles, les agresseurs, les Rwandais peuvent avoir les armes frauduleusement qu'ils fournissent au M23, leur couverture. À combien plus forte raison, nous, un État souverain, la Grande République, le Grand Congo, nous ne pouvons pas avoir des stratégies de pouvoir acquérir des armes. Nous devons éviter l'amateurisme à un certain niveau. Nous devons aimer ces pays. Si nous aimons ces pays, nous n'allons pas tenir des discours comme ça. Ce sont des discours comme ça qui se tiennent à Kinshasa et qui démoralisent les hommes qui sont au front en train de se battre contre l'agresseur. Alors, ces mini-sommets, je l'ai dit encore et je répète, nous n'allons pas gagner cette guerre en dialoguant. Ils ont été encore là dernièrement à Nairobi. Et là, j'apprends encore qu'il y a 53 groupes armés qui vont aller négocier encore et encore avec le gouvernement congolais. Et le M23 a refusé qu'ils ne vont pas participer à ces pourparlers. Les M23 se sont retirés. Alors que la force qui est sur terrain, qui est soutenue totalement par la communauté internationale avec le Rwanda, c'est le M23. Et donc le M23 ne sera pas de la partie lors de ces négociations là-bas. Le M23 ne sera pas là. Vous faites face à d'autres groupes armés, petits groupes armés, qui seront là en train de négocier avec vous. Et ça va servir à quoi? Alors que le vrai ennemi, le vrai agresseur reste à l'est du pays, ni ses représentants, même pas les Rwandais ne sera pas là. Et nous disons que non, nous allons gagner, il faudra qu'on continue. Non, non. Moi, je pense que nous devons être pragmatiques. Et le réalisme nous enseigne que nous ne devons compter que sur les FARDC. Nous avons des hommes qui sont puissants, des hommes stratèges, intelligents et capables de faire tout ça. Ils doivent avoir une motivation, ils doivent être équipés en conséquence, ils doivent avoir une logistique adaptée et considérable. Combien de fois on a parlé de cette motivation des forces loyalistes, mais jusque-là, rien n'est fait. Là, vous me rappelez autre chose. Vous savez, il y a un manque de patriotisme criant dans le dirigeant congolais. Moi, j'aimerais dire ceci. Pour que nous puissions résoudre ces problèmes définitivement, nous devons, nous leaders, vous les gouvernants, prêcher par l'exemple. C'est-à-dire,
En commençant par le président de la République, ministre, député. D'ailleurs, le chef a un grand garçon. Si ce garçon, là, le petit Anthony, s'engage dans l'armée, chaque ministre envoie ses enfants dans l'armée. Chaque officiel envoie. Vous êtes sûr que quelqu'un peut détourner encore le sol? Non, dites-moi d'abord. Monsieur Jérémy, nous parlons des FARDC, nous parlons des différentes stratégies à mettre sur le terrain. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi ces groupes terroristes ne cède pas sur le terrain, il est là à persévérer, à conquérir différentes localités. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer et pourquoi ils sont encore sur le terrain? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Effectivement, tout Congolais responsable et sérieux se pose souvent ces questions et nous avons même des réponses. Pourquoi ces gens ne font qu'avancer malgré tout ça? Ils sont très bien organisés, plus que les autres, plus que la MONUSCO par exemple. Mais c'est parce qu'ils sont soutenus vigoureusement. Il y a les grandes têtes pensantes qui sont derrière. C'est quoi l'objectif poursuivi? L'objectif, c'est la balkanisation de la République, l'émiettement de la République. Plus nous sommes instables, plus l'économie rwandaise est stable. Ils sont en train de piller, ils sont en train de voler. Bunagana, c'est l'un des postes frontaliers qui fait entrer beaucoup d'argent en République démocratique du Congo. Alors que ce poste a fait plus de 3 mois, 4 mois déjà entre les mains des Rwandais. Et donc cet argent, des millions d'argent qui étaient en train d'aller dans la caisse du trésor public congolais, sont maintenant en train d'aller au Rwanda. Donc vous voyez que cet argent est en train encore de rendre les Rwandais plus forts. Ils achètent encore d'armes, beaucoup plus de drones encore, des avions pour pouvoir venir nous attaquer encore. Mesdames et messieurs, nous parlons par rapport à la situation sécuritaire. Vous venez de suivre les différents intervenants. La diplomatie RD congolaise a montré ses limites et qu'il faudrait prendre d'autres options. Monsieur Gustave Molongoy, votre mot de la fin en quelques secondes justement. Le mot de la fin, je crois que mes co-débatteurs cherchent une chose et le contraire à la fois. Ils disent que nous sommes en face de la communauté internationale. Ils ont cité les grandes puissances. Donc la RDC est en face de ces grandes puissances. Allons-nous vaincre ces grandes puissances? Oui, on peut le faire. Par les armes, par la diplomatie ou par quoi? Par les armes. Les moyens possibles. Ce sont ces grandes puissances qui nous ont mis en Moi, embargo. je sais que peut-être l'idéal pour nous tous, ici, il est le même. Mais c'est peut-être un problème de méthodologie et de stratégie. C'est là que les violons ne s'accordent pas. Quand vous prenez l'effectif de nos militaires par rapport au Rwanda, nous sommes de loin supérieurs, n'est-ce pas? Alors, on voudrait recruter aujourd'hui pour renforcer quel effectif alors que l'effectif est déjà là. L'effectif est déjà là. Les Congolais, c'est 100 millions de Congolais. Allons-y, ayez vos apaisements. Du point de vue équipement, nous sommes, quand on voit la classification, nous sommes de loin supérieurs par rapport à ce petit pays. Mais on n'arrive pas à vaincre les rebelles sur le terrain. On parle de la désorganisation, des infiltrés, tout ça. Est-ce que les infiltrés, il n'y a que les étrangers qui sont dans le rang des Congolais? Oui. Pas seulement les infiltrés étrangers, même les Congolais. Complices, voilà. Les collabos. Voilà, il faut les identifier. Pour vous dire que c'est pourquoi, moi je dis, il faut avoir de la patience, il faut avoir... Mais nous sommes agressés. Non, écoutez, papa. Vous allez vous aligner sur le terrain et vous allez perdre. Merci beaucoup. Un patriote ne peut pas voir les choses. Nous avons montré nos limites sur le plan militaire. Nous n'avons jamais démontré nos limites. Écoutez, s'il vous plaît. Merci. Mais nous aurions déjà compris le terrain. Mes chers danseurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on dit que ces gens-là puissent se retirer? Et ils ne se retirent pas, ils renforcent leur position. Mais alors pourquoi on fait allusion, appel aux forces régionales? Pour quelle raison? Nous, les Congolais, nous disons ceci. Voilà, vous reconnaissez en même temps qu'il y a des infiltrés et les Congolais collaborent et les étrangers. Il faut s'organiser. Mais vous allez vous organiser de quelle manière? Votre conclusion, monsieur. Bien sûr, je finis par dire ici, comme conclusion, toutes ces assises, même celles qui viendront après, ne vont pas nous amener la paix dans notre pays. Mais qu'est-ce qui va nous amener la paix? Parce que sur les armes, vous refusez que... Alors, je sais que la solution aujourd'hui, pour que nous ayons la paix dans ce pays, c'est que nous devons nous réorganiser à l'intérieur, c'est-à-dire former,
équipés. Ça, on l'a déjà répété plusieurs fois. Oui, même nos autorités le savent. Avec votre discours de fétiche, on aurait pensé peut-être que vous seriez un étranger dans ce pays. Comment voulez-vous aujourd'hui que, si vous êtes citoyen congolais, que vous disiez que non, vous savez, l'armée ne peut rien faire, ne peut pas... Non, ça je n'ai pas dit. Je dis qu'il y a des limites. On attend les résultats qui ne sont pas encore arrivés juste là. Nous sommes en train de combattre. Oui. Le monde est dans le multilatéralisme. Il n'existe plus de grandes puissances telles que vous le pensez. Non. Mais c'est vous qui venez de le dire tout à l'heure. Vous l'aviez dit. C'est vous qui l'aviez soutenu, ce n'est pas moi. Vous avez cité les grandes puissances auxquelles nous combattons. Ça vient de vous, non? Que cette histoire va prendre. Nous devons vaincre par la guerre, cher ami. Ce n'est pas par la négociation que nous arriverons au bout. C'est là que je dis qu'il y a des contradictions dans ce que vous dites. Nous devons traiter avec les puissants du monde qui fabriquent... Il y a des contradictions. Nous devons vaincre par la guerre alors que vous n'avez pas de moyens. Comment voulez-vous que le pasteur Moulomba croit que dans un pays qui a plus de 100 millions d'habitants, 150 000 militaires... Mais qu'on arrive à récupérer nous le territoire. Nous devons avoir même 2 millions de Congolais dans les forces armées. Nous devons en avoir. Et je crois que par la force de l'ordre, nous allons vaincre ce avec l'effectif que nous avons, on n'a pas encore réussi à le faire. Nous sommes en train de chercher comment le faire. Monsieur Crispin Saloumou. Monsieur Jérémy, votre mot de la fin également, donc entendons-nous, parce que c'est la situation sécuritaire, c'est une question nationale, nous devons nous tous donner des stratégies ou encore des idées pour que cette guerre puisse prendre fin dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, monsieur Jérémy, votre mot de la fin. J'aimerais finir en disant ici que seule la puissance de nos armes peut nous faire respecter dans la région. Et donc, pour que ces gens puissent nous respecter, nous devons gagner cette guerre militairement. 150 000 personnes sur terrain, c'est insuffisant pour 100 millions d'habitants ou 100 millions de Congolais. Nous devons avoir plus de 5 millions de Congolais enrôlés dans l'armée et bien avec un moral solide. Alors, nous avons quel effectif de l'armée aujourd'hui? L'autre chose, les gouvernants à Kinshasa, mais s'il vous plaît, M. Mlongoy, les gouvernants à Kinshasa doivent comprendre et savoir que l'Otundula et M. Chilomo doivent comprendre que le mini-sommet, les dialogues et négociations ne vont rien produire. L'unique option qui nous reste actuellement, c'est l'option militaire. Nous devons nous organiser, nous équiper, nous armer sérieusement. Il y a déjà l'option militaire. Il y a déjà l'option militaire. FARDC, je répète, seuls les FARDC peuvent nous faire gagner cette guerre. Nous pouvons compter sur les FARDC. Ne comptons pas sur la force régionale. Ne comptons que sur les FARDC. C'est pas que quand les M23 nous attaquent, la RDC reste comme ça en attente de ces attaques des M23. Ce sont les ordres venant de Kinshasa. Nous répliquons également. Les FARDC sont là. Kinshasa qui dit aux généraux qui sont là-bas, attendez, on va vous donner. Attendez. Ils font quoi? Ils attendent. Alors qu'il fallait attaquer et progresser. Et donc, c'est une question qui vient d'en haut. Kinshasa doit prendre les choses au sérieux. Ces gens doivent aimer le Congo. Vous devez aimer les pays. Si vous aimez le Congo et vous savez bien que nous n'avons que ce Congo, on ne va pas s'amuser avec la gestion de la chose publique. Nous devons prendre au sérieux les choses. On dirait même qu'il serait rwandais. On parle du Congo. Nous n'avons que le Congo. Nous sommes faibles sur le plan militaire. Nous devons se mettre avec qui? Nous n'avons que le Congo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous n'avons, s'il vous plaît. Des fois, ça énerve parce que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Mais nous devons en finir cette fois-ci une fois pour toutes. Nous, les Congolais, nous sommes décidés cette fois-ci à en finir. S'il faudra peut-être qu'on nous extermine tous pour qu'ils prennent notre pays, nous sommes prêts à le faire. Nous sommes prêts. Nous devons nous équiper militairement. Nous devons nous réorganiser en tant qu'armée patriotique. C'est ce qui est en train de se faire. Mais en attendant sur le terrain, la guerre est devant notre porte. Mais n'empêche comment? Nous devons faire face. Nous devons faire face. Vous cherchez à vous réorganiser pendant que la guerre est devant la porte. Vous cherchez à vous réorganiser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ce sera la fin de cette émission. Monsieur Jérémy, merci d'avoir été là. Monsieur Moulongoy, merci beaucoup de votre contribution. Merci également à Monsieur Crispin Saloumou. Nous devons nous réorganiser. Moi, je crois qu'il faut être réaliste. Nous sommes réalistes.